Bien, merci pour cette première partie, évidemment très intéressante, à la fois analytique s'agissant de Sophie Lambert et pratique s'agissant de Maître Schott. J'espère que ça vous a mis l'eau à la bouche pour aborder la deuxième partie de cette première présentation sur les donations-partage transgénérationnelles. Donc je passe la parole d'abord au professeur Grimaldi, puis ensuite à notre confrère Arnaud Wyss. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Mes premiers mots seront évidemment et spontanément des mots de remerciement et de félicitations pour l'organisation de cette journée. Vous êtes venus si nombreux, j'en suis impressionné. Donc j'en remercie et j'en félicite et l'ARNU Aix-Marseille et la faculté de droit d'Aix-Marseille, avec une pensée particulière pour Jean-Paul Decor et pour vous, pour le président de l'ARNU et pour vous qui avez tenu la main. Et je sais ce que c'est que d'organiser une manifestation comme celle-ci. L'ARNU est une belle institution. Les rencontres entre le notariat et l'université ont pour moi une importance toute particulière. Ces rencontres ont lieu à l'ARNU, elles ont lieu au Congrès des notaires, qui sont des lieux dans lesquels les universitaires et les notaires se côtoient. Et je crois que de cette rencontre naissent beaucoup d'idées, dont la donation-partage transgénérationnelle d'ailleurs. Donc, je le dis aux étudiants qui sont ici présents et qui sont nombreux, cultiver dans l'avenir cette relation qui existe entre le notariat et l'université. Parfois, il faut le rappeler, il a fallu le faire ces dernières années, ces derniers mois, avec peut-être une insistance, la complicité de Bernard Vareille ici présent. Et si nous y avons insisté, c'est parce que nous y tenons, tant cette opposition entre la théorie et la pratique me paraît vaine. Je crois qu'elle est invoquée par des théoriciens qui ne veulent pas réfléchir aux conséquences de ce qu'ils disent, et par des praticiens qui ne veulent pas réfléchir à la raison de ce qu'ils font. Alors, tant qu'à faire, essayons de faire et l'un et l'autre, et c'est ce que nous faisons à la radio. Alors, nous allons donc, Arnaud Wyss et moi, vous parler de la donation-partage transgénérationnelle. Vous le savez, c'est une création de la loi du 23 juin 2006, mais elle a été conçue lors du 96e congrès des notaires. C'est le 96e congrès des notaires, spécialement Arnaud Wyss qui est à ma droite. C'est ce congrès qui a conçu l'idée, l'incubation de l'objet s'est réalisé lors de ce congrès. Succès ou pas, je n'en sais rien. Certains notaires me disent on n'en fait pas. Chez nous, on n'en fait pas. D'autres en font tous les jours. D'autres en font tous les jours, donc j'imagine que c'est une question de clientèle. Certaines clientèles appellent de donation-partage transgénérationnelle, alors que d'autres, peut-être, ne l'appellent pas en particulier. Je ne sais pas, ce que je dirais simplement aux étudiants, c'est que la loi de 2006, en ouvrant la donation-partage transgénérationnelle, et en ne disant pas tout sur elle, car elle ne pouvait pas tout dire, aucune loi ne peut tout dire, ni sur les libéralités graduelles ou résiduelles, ni sur la donation-partage. La loi ouvre des espaces de liberté, mais engouffrez-vous-y. Et que les jeunes comprennent que l'avenir du notariat tient beaucoup à la valeur ajoutée. Et on n'ajoute rien quand on reproduit des formules. Donc, il y a des espaces de liberté, utilisez-les, imaginez que votre horizon soit plus large, aille au-delà de Genapi. Voilà. Je le dis simplement, mais je voulais le dire très simplement, parce que je crois vraiment que lorsqu'il y a une interrogation, interrogez le cridon, naturellement. Mais imaginez créer avec, évidemment, la mesure qui s'impose, le raisonnable qui doit inspirer l'imagination notariée. Bien. Alors, cela dit, comment introduire la donation-partage générationnelle? D'abord en la définissant. C'est une donation-partage. Alors, il n'est peut-être pas inutile de rappeler ce qu'est une donation-partage. Une donation-partage, c'est un partage de succession, mais qui a ceci d'extraordinaire qu'au lieu d'être fait par les héritiers ou les légataires, par les successeurs, il est fait par le décujus. C'est lui qui fait le partage de sa succession. Alors, il peut le faire pour le temps où la question se posera, le jour où il sera mort. Dans ce cas-là, il compose des lots et puis il les attribue par testament. C'est le testament partage, il va en être question tout à l'heure. Et puis il peut, un pas de plus dans l'insolite, faire le partage de son vivant. Et les lots qu'il aura composés, il va les transmettre par une donation. Donc vous aurez tout de suite compris qu'une donation-partage, ça n'est surtout pas un partage de biens donnés, ce ne sont pas des enfants, des héritiers qui se partagent des biens qui leur ont été donnés, c'est le décujus qui donne des lots.
La formule est de Robert Le Bal, une donation-partage, ce n'est pas un partage de biens donnés, c'est une donation de lot. Alors ça explique toute une série de choses. Par exemple, la Cour de cassation est rappelée dans les années 13 par des arrêts qui ont été diversement reçus. Une donation de code par indivise est une aberration et qu'on ne peut pas concevoir une donation-partage qui ait pour effet de faire entrer dans l'indivision des donataires copartagés. C'est un oxymore absolu. Bon. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une donation-partage transgénérationnelle? Eh bien, c'est un partage de succession que fait le décujus lui-même de manière anticipée, mais par laquelle il va allotir non pas ses enfants, mais ses petits-enfants du consentement des enfants. C'est une donation-partage dans laquelle les enfants vont accepter que leurs propres enfants soient allotis en leur lieu et place. Voilà ce que c'est. Quelle en est l'utilité? Cela a été déjà dit ce matin. La durée de la vie humaine s'allonge. Il est souhaitable que les biens passent entre des mains vives et alertes contre les mains de jeunes générations. Donc, favoriser les transmissions successorales avec seule génération, la vision civile, vous l'observerez, est sympathique. Soyons lucides. C'est aussi une économie fiscale. Et ce serait manquer un certain réalisme que de ne pas constater que beaucoup de donations-partage transgénérationnelles sont animées par un souci principalement fiscal, qui est d'éviter une imposition. Mais l'optimisation fiscale, en soi, n'est pas un mal. Est-ce que la donation-partage transgénérationnelle déroge au droit commun? Est-ce que c'est une institution qu'il a fallu consacrer législativement pour qu'elle fût possible? Alors, entendons-nous bien, la donation-partage transgénérationnelle ne déroge pas à la réserve héréditaire. La réserve héréditaire protège l'héritier contre le décujus. Elle n'a jamais protégé le réservataire contre lui-même. Un héritier réservataire a toujours pu renoncer à la réserve, à succession une fois ouverte. Or, la donation-partage transgénérationnelle ne permet absolument pas d'allotir ses petits-enfants en lieu et place de ses enfants contre le gré des enfants. Il faut que les enfants y consentent. Donc, il n'y a pas de dérogation particulière à la réserve. En revanche, il y a une dérogation qui s'accentue à la prohibition des pactes de succession future. En ce sens que, alors du côté du disposant, est-ce que la donation-partage en soi est un pacte sur succession future? On peut en discuter à perte de vue, la Cour de cassation nous dit que oui, admettons-le. Bon. Du côté de l'enfant qui laisse sa place, incontestablement, il pactise sur ses droits dans une succession qui n'est pas ouverte. Mais là, comment ne pas faire le rapprochement avec la renonciation anticipée à l'action en réduction, si je puis dire? Il y a comme un air de famille entre cet enfant qui laisse sa place à ses propres enfants dans le partage de succession que lui propose son père, et cet acte par lequel un enfant va renoncer à demander la réduction par avance de la libéralité que son père pourrait faire à telle personne qu'il connaît. Donc, dérogation au droit commun, oui, du côté d'un élargissement de la prohibition des pactes de succession future. Enfin, et pour présenter en gros cette institution, il me semble évident qu'il faut rapprocher la donation-partage transgénérationnelle de la représentation du renonçant, qui sont venus en même temps. La représentation du renonçant permet à un enfant, lorsque la succession s'ouvre, de laisser sa place à ses propres enfants. Il me semble qu'aujourd'hui, dans le conseil que donne le notaire, quand une personne hérite à 60 ans de ses parents qui meurent à 90, il n'est pas indifférent de signaler à cet enfant de 60 ans que s'il veut, il peut laisser sa place à ses propres enfants, et que ses propres enfants viendront à la succession. Bien, ce qui peut être fait dans la succession ouverte, dans le partage de la succession ouverte, peut être fait dans le partage de la succession qui n'est pas encore ouverte, c'est la donation-partage transgénération. Voilà comment on peut assez simplement présenter cette institution. Alors maintenant, je voudrais essayer d'indiquer les points majeurs, sans entrer dans le détail des choses, en distinguant, d'une banalité affligeante, les conditions et les effets de la donation-partage transgénérationnelle. S'agissant de ces conditions, voyons les parties, le contenu, comme on dit aujourd'hui, c'est le droit commun des contrats, le contenu, et puis un mot de la forme. Alors, s'agissant des parties, le disposant, c'est un ascendant. La libéralité partage a succédé au partage d'ascendant, parce que désormais, le décujus peut faire le partage de sa succession entre tous ses héritiers, quels qu'ils soient. Donc, on ne parle plus de partage d'ascendant, on parle de libéralité partage. Mais attention, la donation-partage transgénérationnelle, c'est un partage d'ascendant. Il n'y a pas de donation-partage transgénérationnelle en ligne collatérale qui soit possible. Donc, du côté du disposant, c'est l'ascendant.
Poussons un peu plus loin. Est-ce qu'on peut imaginer une donation-partage conjonctive? Ma foi, oui. Double coup des notaires, l'imagination notariale. C'est les notaires qui ont imaginé la donation-partage conjonctive. C'est eux. Eh bien, avec la transgénérationnelle, rien ne s'oppose à ce que des pères et mères fassent entre leurs enfants et leurs petits-enfants, ou entre leurs petits-enfants du consentement de leurs enfants, une donation-partage de leurs biens qu'ils auront confondus dans une masse unique en vue d'un même partage. Pas d'obstacle. La donation-partage cumulative, c'est un peu plus délicat, là. Est-ce qu'on peut faire une donation-partage cumulative transgénérationnelle? Alors, je le dis aux étudiants, qui ne le savent peut-être pas encore, on peut s'en consoler. Hein. La donation-partage cumulative, c'est la donation-partage conjonctive de secours. C'est-à-dire que le père ou la mère est mort, et puis partage de la succession du prémourant, la question se pose, puis on se dit, ah oui, mais au fond, c'est bête, on aurait dû partager nos deux successions ensemble. Ah oui, il y en a un qui est mort, la conjonctive, c'est fini. On va faire une cumulative, et le notariat a imaginé ce montage magnifique. Le survivant fait donation et le partage de ses biens entre ses enfants, sous la condition que ses enfants y joignent ce qu'ils ont reçu dans la succession du prédécédé, en vue d'un unique partage qui est fait sous son autorité. Parfait. Bon. Est-ce qu'on peut faire une donation-partage cumulative transgénérationnelle? Là, j'hésite. Je crois que oui, pour les biens qui appartiennent aux survivants. En revanche, pour les biens du prédécédé, qui ont été dévolus aux enfants, on voit mal comment ils pourraient laisser leur place, à moins qu'ils le renoncent à la succession. À moins qu'ils le renoncent à... Ce sont des fils d'exploit. Du côté des donataires copartagés, eh bien, écoutez, une immense liberté, s'agissant des parties, mais de l'autre côté, une immense liberté pour l'ascendant. Il gratifie qui il veut parmi ses descendants. Une donation-partage transgénérationnelle peut allotir des enfants, tous les enfants et tous les petits-enfants, mais elle peut n'allotir que certaines souches et laisser des souches de côté. C'est pas ce qu'il y a de mieux, mais c'est parfaitement possible. Il est possible au sein d'une souche de n'allotir que certains petits-enfants. Bref, l'ascendant fait ce qu'il veut. Et cela, qu'il peut faire ce qu'il veut, ça remonte à la loi de 1971, qui avait profondément transformé la donation-partage en disant l'omission d'enfants n'est plus une cause de nullité, l'inégalité n'est plus sanctionnée. Donc cette liberté qui a été conquise en 1971, elle s'exprime tout naturellement dans la donation-partage transgénérationnelle. Alors une petite précision quand même, car ça ne coulait pas de source. La loi précise qu'une donation-partage transgénérationnelle peut être faite entre un enfant unique et l'enfant issu de cet enfant. Ça ne coulait pas de source. Bon, il n'y a plus de souche. Enfin, bon. Prenons-le, puisque c'est permis. Voyons maintenant le contenu de la donation-partage transgénérationnelle. Comme dans toute donation-partage, il y a des biens et un partage. Et puis des clauses qui peuvent y être apposées. Commençons par les biens. Bon, naturellement, la donation-partage transgénérationnelle peut porter, comme toute donation-partage, sur des biens qui appartiennent aux disposants, évidemment. Partage les biens dont il est propriétaire. Mais il peut aussi y incorporer les donations qu'il a antérieurement faites aux descendants entre lesquels il fait le partage anticipé de ses biens. Et c'est évidemment sur cette incorporation que se sont concentrés tous les discussions, tous les débats auxquels a donné lieu la donation-partage transgénérationnelle. Alors, le donateur peut incorporer à cette donation-partage transgénérationnelle les donations antérieurement faites à ses enfants, évidemment. Il peut aussi incorporer les donations qu'il a pu faire à ses petits-enfants. Les donations qu'il incorpore, il peut les incorporer sans changement d'attributaire. Mais il peut évidemment changer d'attributaire. Et il peut changer d'attributaire en donnant à la souche A des biens qu'il avait donnés à la souche B, ou en donnant à un petit enfant un bien qu'il avait d'abord donné à son auteur. Le changement d'attributaire dans la donation-partage ordinaire, c'est un changement d'attributaire entre les enfants. Dans la donation-partage transgénérationnelle, le changement d'attributaire, il peut être vertical. On allotit un petit enfant d'un bien qu'on avait antérieurement donné à son auteur, et ce peut être aussi un changement d'attributaire horizontal, avec changement de souche. Et on peut imaginer un changement de souche, j'allais dire,
qui n'est ni horizontale ni verticale, mais qui est à l'oblique. On va allotir un petit enfant d'un bien qu'on avait antérieurement donné à son oncle, c'est-à-dire à un autre enfant. La liberté complète. Alors, je passe sur l'aspect fiscal des choses. Là, le fisc n'aime pas l'oblique. Bon. Je pense que le temps manque pour entrer dans ce détail. Bon. Alors, on peut également incorporer, et ça c'est capital, on peut incorporer une donation-partage antérieurement faite. Ça n'est pas nouveau. On a toujours pu incorporer une donation-partage ordinaire, une donation-partage antérieurement faite. Dans la donation-partage transgénérationnelle, ça va présenter un intérêt particulier. C'est qu'on va parfois rendre transgénérationnelle la donation-partage antérieurement faite. Et il y a eu là-dessus une certaine effervescence au lendemain de la loi de 2006. Car certains se sont pris à regretter d'avoir loupé le code de l'avantage fiscal. Donc j'ai dit comment faire, on va incorporer la donation-partage à une nouvelle donation-partage, et on va faire descendre tous les lots, si je puis dire, d'un étage. Tous ou certains. Mais on rend transgénérationnel. Alors il fallait faire vite, parce que les ascendants sont encore en vie. Hein. Alors parfois, il comprenait très bien ce qu'on lui demande. Il dit, mais j'ai déjà donné, disait-il. Mais de rien. Il n'y a rien de changé pour vous, simplement les lots descendent d'un étage. Bon. Mais cela s'est fait. Et ça s'est beaucoup fait, avec ceci, évidemment, que l'on peut incorporer une donation-partage à une donation transgénérationnelle, mais ne faire descendre que certains lots. Avec à ce moment-là des questions qui se posent. Est-ce qu'on peut faire une donation-partage avec incorporation d'une donation-partage antérieure, mais sans qu'il intervienne celui qui veut conserver son lot, qui lui n'entend pas du tout son lot descendre, qui lui veut conserver son dont il a été alloti. Il y a eu des débats. La réponse, je crois, majoritairement est oui, c'est tout à fait possible, et ça, s'il y a des questions, nous le verrons. Bon. Enfin, toujours à propos de l'incorporation, une incorporation peut être totale ou partielle. Elle peut être totale ou partielle. L'enfant qui avait reçu 2 maisons peut dire, d'accord, je veux bien en faire descendre une, mais pas 2. Donc l'incorporation n'est que partielle. On va incorporer la donation qui lui avait été faite des 2 maisons, mais il y en a une seule qui va être attribuée à son propre enfant. Mais l'incorporation peut être partielle, non pas quantitativement, mais qualitativement. C'est la situation de cet enfant qui est d'accord pour que ce qui lui a été donné soit incorporé à une donation-partage pour être attribué à ses propres enfants, mais comme pour l'instant l'ascendant est encore en vie et qu'il s'est réservé l'usufruit, pour l'instant, lui, l'enfant, il n'a pas encore touché au bien, il n'a pas les clés de la maison. Moi, je dis quand même, j'aurais bien quand même à un moment avoir les clés, que mon tour vienne quand même. Alors, à ce moment-là, que va-t-il faire? Il va incorporer l'usufruit, la nue propriété de la maison. Il va se réserver un usufruit qui, pour l'instant, est en sommeil, puisque l'usufruit de l'ascendant donateur court. Mais il va se réserver un usufruit qui s'ouvrira le jour au décès d'ascendant donateur. Bon, dans ce cas-là, il ne faudra pas qu'il dise qu'il a le souci de la transmission aux jeunes générations. Hein. Bon, je veux dire, l'objectif fiscal est aveuglant, si je puis dire. Ah bon. Mais enfin, c'est une méthode qui est parfaite, qui a été utilisée abondamment et qui est absolument parfaite. Les seules oppositions qui aient été faites l'ont été par ceux qui ne comprennent pas qu'un nu propriétaire puisse constituer un usufruit. Or, on sait depuis toujours, un nu propriétaire peut évidemment constituer un usufruit qui ne s'ouvrira évidemment qu'à l'extinction de l'usufruit en. Bon, voilà, vous le voyez, s'agissant des biens, tout ce que l'on peut trouver dans une donation-partage transgénérationnelle. Ensuite, que faut-il faire? Il faut un partage. C'est le moins que l'on puisse exiger. Donc, il n'y a pas de donation-partage de quote-part indivise, il n'y a pas davantage de donation-partage transgénérationnelle de quote-part indivise. Donc, il faut absolument que chaque souche se voit attribuer un lot sur lequel elle a des droits privatifs. Mais attention, en revanche, au sein d'une même souche, l'attribution peut être indivise. On peut attribuer aux petits-enfants d'un enfant la moitié indivise de la maison. Mais c'est normal, car si la succession s'ouvrait, lorsque des enfants viennent par représentation, le partage se fait par souche.
Le partage se fait par souche. Quand une succession s'ouvre à laquelle vient un enfant et deux petits-enfants issus d'un enfant prédécédé, c'est partagé judiciaire, il y a deux lots. Il y a deux lots. Un lot pour le, comment dirais-je, pour l'enfant et un lot pour les deux petits-enfants. Eh bien, ce que l'on ferait dans un partage de succession ouverte, on peut le faire dans un partage anticipé. Hein. Donc, là-dessus, il n'y a absolument aucune hésitation. Cela est dit très clairement par deux textes, article 1078.4, 1078.6, à rapprocher évidemment de l'article 827, qui vous dit que dans un partage ordinaire, le partage se fait par souche. Alors, des biens, un partage, et puis des clauses. Quelles clauses? Mais toutes les clauses que l'on peut apposer à une donation partage ordinaire. Réserve d'usufruit, bon, évidemment, oui. Et même parfois là, double réserve d'usufruit, si je puis dire. Et l'ascendant se le réserve, l'ascendant donateur, et l'enfant qui laisse sa place, il y aura une double réserve d'usufruit. Le retour conventionnel, oui, on peut. Sauf que, au terme de l'article 951 alinéa 2, le retour conventionnel ne peut profiter qu'au donateur, et à lui seul, donc à l'ascendant, et non pas à l'enfant qui a laissé sa place. Donc le cas de prédécès du petit enfant pose un problème si le souhait des parties est que les biens, en ce cas, reviennent non pas à l'ascendant, mais à l'enfant qui a laissé sa place. Là, le salut vient avec des clauses graduelles ou résiduelles. Résiduelles de préférence compte tenu du cas de figure. Bon. Et naturellement, on peut apposer à une donation-partage transgénérationnelle des clauses graduelles ou résiduelles, je viens de le dire, et c'est même un remède possible à l'impossibilité de stipuler un retour conventionnel. Ce ne serait même pas un retour, de stipuler une clause au terme de laquelle, si le petit enfant prédécède à son grand-père ou à sa grand-mère, les biens reviendront à son auteur. La graduelle ou la résiduelle permet d'y remédier. Alors, un mot pour finir à propos des conditions de la forme, je le dirais avec la précaution qui s'impose à l'ARNU, que la donation-partage transgénérationnelle obéit aux mêmes conditions de forme que la donation-partage ordinaire. Donc, évidemment, il est essentiel qu'elle soit faite par acte notarié, mais que néanmoins, il n'est pas contestable qu'on a pu admettre des donations-partage manuelles. Je le dis avec tremblement, il est devant cette assemblée, mais enfin, chacun sait que des donations-partage de valeurs mobilières, de titres financiers, il s'en fait tous les jours, dans la forme manuelle, sous forme de virement bancaire. Simplement, dans un cas comme celui-ci, il faudra évidemment qu'un écrit soit dressé. Il y aura un écrit qui sera dressé, et il faut savoir le faire. C'est savoir le dresser, cet écrit, qui constate que c'est une donation-partage passant. J'en dirai pas plus. Les effets, en un mot. Alors, les effets, le particularisme de la donation-partage transgénérationnelle, c'est qu'elle est prise en compte dans le règlement de la succession de l'ascendant donateur, ce qui est d'une évidence absolue. Mais qu'elle va aussi être prise en compte, ce qui est moins évident, dans le règlement de la succession de l'enfant qui a laissé sa place. Elle l'est d'abord dans le règlement de la succession de l'ascendant donateur. Eh bien, écoutez, les choses sont toutes simples. Dans le règlement de la succession de l'ascendant donateur, on va faire comme si c'était les enfants qui avaient été allotis des biens qui ont été transmis aux petits-enfants. Alors, quelles conséquences cela a? C'est que notamment, pour l'application de l'article 1078, à savoir l'évaluation des biens à la date de la donation-partage et non pas à la date du décès pour le calcul de la réserve. Eh bien, pour l'application de l'article 1078, on va exiger, non pas que tous les petits-enfants aient été allotis, on va exiger que toutes les souches aient été alloties, étant évident qu'il suffit que dans une souche, un descendant ait été alloti, un enfant ou un petit-enfant. Bon, il n'y a rien de plus à dire, me semble-t-il, sur le cas de la succession de l'ascendant donateur, sauf à signaler cette difficulté, mais qui se pose même pour la donation-partage ordinaire, qui est que l'on peut se demander si la donation-partage transgénérationnelle va être prise en compte dans le calcul des droits du conjoint survivant. Alors, là-dessus, il y a une opposition doctrinale. Bernard Vareille, qui a sûrement raison, dit qu'il faut la prendre en compte. Moi, qui ai sûrement tort, dit qu'on n'a pas à la prendre en compte. Mais en tout cas, il y a une controverse doctrinale sur ce point qui n'a pas été tranchée. Il n'y a rien de nouveau, en tout cas, que pose la donation-partage transgénérationnelle. Plus intéressante et plus difficile est la prise en compte de la donation-partage transgénérationnelle dans le règlement de la succession de l'enfant qui a laissé sa place. Ici, la loi veut conjurer deux dangers pour l'enfant qui laisse sa place.
ou pour ses enfants, ou pour ses propres enfants. Premier danger, c'est que la donation-partage transgénérationnelle ne soit le moyen, ne soit un instrument de rupture d'égalité entre les enfants de l'enfant qui a laissé sa place. Je m'explique. Rupture d'égalité délibérée, voulue. Voici une famille dans laquelle il y a un petit enfant, on l'aime pas beaucoup celui-là. Il pense pas bien, il vote pas bien, il se marie mal, enfin, on n'a pas envie que celui-là, il recueille les biens de famille. Comment faire? Parce qu'à la réserve, ben, c'est pas compliqué. Son père, je raisonnais du côté masculin, vous me pardonnerez, hein, c'est posable, hein. Le père dit à son propre père, écoute papa, c'est embêtant, alors t'as vu mon fils, celui-là il est pas bon, faut qu'il ait rien, qu'il ait aucun bien. Et bon, on va faire une transgénérationnelle. Et le grand-père va allotir le petit enfant qui pense bien. Bon. Donc le petit enfant qui pense mal, lui, il n'a rien. Quand le grand-père meurt, que voulez-vous que dise le petit enfant qui n'est pas appelé à la succession du grand-père? C'est le père qui est appelé à la succession. Il va y réclamer. Et quand le père meurt, ben, que voulez-vous que réclame l'enfant qui s'est mal conduit? Puisque celui qui s'est bien conduit a tout reçu du grand-père et pas du père. Vous voyez bien comment, au fond, ce pourrait être une stratégie pour éliminer l'enfant, le petit enfant, qui est au fond le vilain canard de la famille. Ça s'est fait jadis au préjudice des enfants naturels. Ça, je passe. Bon. Et puis, ce peut être aussi une rupture d'égalité involontaire. Pourquoi? Et parce que l'enfant qui a laissé sa place, voilà qu'il a un autre enfant après. Et le cas serait le même. Cet enfant sera sans droit dans la succession de son grand-père parce qu'il n'y sera pas appelé, et dans la succession de son père, il ne pourra rien faire valoir, puisque son père n'aura donné aucun bien. C'est le grand-père qui aura donné. Bon, premier danger. Deuxième danger que la loi a voulu conjurer, c'est que la donation-partage transgénérationnelle ne préjudicie au droit de disposer à titre gratuit de l'enfant qui a laissé sa place. Hein? Voilà une famille singulière dans laquelle le grand-père a quelques maisons, l'enfant a une maison, toutes ces maisons c'est les mêmes, c'est l'univers pavillonnaire. On est dans un monde irréel. Bon. Et comment dirais-je, le grand-père dit à son fils, je vais faire une donation partage, le fils dit, écoute, ça va, moi les maisons j'en ai une, ça me suffit, donne donc à mes enfants, eux en ont besoin. Et cet homme a 3 enfants, et le grand-père donne 3 maisons, une maison à chacun des enfants. Le père, il a sa maison, ça lui va. Et quand il meurt, il la lègue elle va prendre sa concubine, il n'y a pas de culer entre époux. Il lègue à sa concubine la maison qu'il a. Et voilà que les enfants pourraient venir, et notre réserve dans la succession de papa. Qu'est-ce qu'on trouve? La maison qu'il laisse à sa mort. Réunion fictive, on n'a rien reçu de lui. C'est grand-père qui nous a tout donné. Il provoquerait la réduction de la libéralité faite par l'enfant qui a laissé sa place. Il ferait mine d'ignorer que s'ils ont reçu les 3 maisons de grand-père, c'est quand même grâce à papa. Que s'ils ont bien compris l'opération, j'entends l'étude, ils ont dit merci grand-père, merci papa. Bon. Alors, que va dire la loi? Et c'est ce qu'elle va mettre en musique et en technique liquidative. Dans le règlement de la succession de l'enfant qui a laissé sa place, on va faire comme si c'était de lui, que ses propres enfants ont reçu les biens dont ils ont été allotis dans la donation-partage faite par leur aïeul. Alors, ça va emporter 2 conséquences. Première conséquence, le rapport est dû. Et les petits-enfants vont rapporter à la succession de leur auteur les biens qu'ils ont reçus dans la donation-partage transgénérationnelle. Grâce à quoi l'égalité est rétablie avec l'enfant qu'on voulait exclure ou l'enfant né après la fête. Bon. Et puis, on va prendre en compte ces biens dans le calcul de la réserve et de la quotité disponible, de sorte que le droit de disposer à titre gratuit de l'enfant qui a laissé sa place ne va pas souffrir de ce qu'il a laissé sa place. Mais c'est quand même un peu compliqué, hein, parce que la succession du fils, elle va s'ouvrir quand? Elle va se partager quand? D'où 2 règles complémentaires, capitales. Si tous les enfants de l'enfant qui a laissé sa place ont été allotis dans la donation-partage, on va faire comme si ils l'avaient reçu de leur auteur, mais par donation-partage. Comme si la donation-partage qui les a allotis avait été faite par leur auteur. Alors vous comprenez, il n'y a plus de rapport. Il n'y a plus lieu à rapport, il n'y a plus d'égalité à rétablir, ils ont tous été allotis. Et puis on va réunir fictivement, là c'est plus embêtant, il faut faire attention, on va réunir fictivement aux biens existants laissés par l'enfant qui a laissé sa place pour la valeur au jour de la donation-partage. Là peut-être qu'il y a des choses à imaginer, dans les clauses. Je suis même sûr qu'il y a des choses.
Puis alors, deuxième tempérament prévu par la loi, si tous les petits-enfants, si tous les enfants d'une même souche n'ont pas été adoptés, eh bien l'enfant qui a laissé sa place, il peut faire une donation-partage, lui, dans laquelle il va incorporer les biens que ses enfants ont reçus de leur grand-père ou de leur grand-mère. Dans la donation-partage qu'il fait, lui, il va pouvoir y ajouter ses biens s'il veut. Et ainsi, il pourra, par exemple, allotir l'enfant qui est né plus tard. Mais attention, à ce moment-là, c'est une deuxième donation-partage. Une donation-partage indépendante. C'est une donation-partage indépendante qui n'est pas du tout transgénérationnelle. Autrement dit, ce qui a été attribué à des petits-enfants par donation-partage transgénérationnelle peut être incorporé à une donation-partage faite par l'enfant qui a laissé sa place. Bon, j'ai conscience que tout ça n'est pas d'une limpidité absolue à l'heure qu'il est, mais enfin, je crois que l'important, c'est de comprendre l'idée. Et l'idée qui se traduit par des règles techniques est une idée simple, et c'est une idée saine. C'est une idée saine, il ne faut pas que la donation-partage transgénérationnelle soit un moyen, je le répète, de rompre l'égalité entre des petits-enfants, de mettre de côté un héritier réservataire, parce qu'il pense mal, parce qu'on pense qu'il pense mal, et que cela préjudicie abusivement au droit de l'enfant qui laisse sa place de disposer à titre gratuit. Il restera une question que je poserai à Bernard Vareille, puisque moi je ne me la pose pas, qui est la suivante. Pour ceux qui considèrent que la donation-partage doit être prise en compte dans la masse de calcul des droits du conjoint survivant, la prennent-ils en compte dans la masse de calcul des droits du conjoint survivant de l'enfant qui a laissé sa place? Je terminerai sur cette interrogation perfide. Moi, ne la prenant jamais en compte, je n'ai pas ce souci, mais si vous la prenez en compte, alors vous vous posez la question, ça va prendre en compte la donation-partage faite par l'enfant qui a laissé sa place dans le calcul des droits légaux du conjoint survivant, ce qui signifierait qu'on prend en compte des biens qui ne lui ont jamais appartenu. Et si on ne se posait pas de questions, ce ne serait pas drôle. Et merci de nous avoir donné l'occasion de les poser. Merci à vous.